Un building lugubre, sans fenêtre, en plein cœur de New York. Qu'est-ce que ça peut bien être? Des aérations au milieu et en haut, des antennes au sommet, 168 mètres de haut. On n'est même pas sûr qu'il y ait des étages. La nuit, la bâtisse disparaît presque totalement. On n'entend qu'un bourdonnement long et continu qui sort de la ventilation. Sur internet, il y a plein de théories sur ce qu'il s'y cache. On le voit même dans X-Files et Mr. Robot. C'est vous dire l'aura de mystère. Alors, enquêtons. Direction Google Maps au 33 Thomas Street. Ok, l'entrée est cachée dans une petite ruelle. C'est délabré, il n'y a pas d'image de l'intérieur, sinon ce hall d'accueil bien austère. Quand on fouille dans les archives, sa construction remonte à 1969 sous le nom de code Project X. Ah, ça nous avance pas beaucoup. Bon, on peut arrêter le mystère, on sait que le bâtiment appartient à AT&T, la grosse société de téléphonie américaine. C'est un bâtiment technique pour les commutateurs téléphoniques, rien de plus. S'il est austère, c'est parce qu'il a été construit pendant la guerre froide pour résister à une bombe nucléaire. Des murs de 2,5 mètres d'épaisseur, autosuffisants en gaz, eau et électricité. L'architecte a voulu en faire un chef-d'œuvre de brutalisme, un courant qui a vu naître pas mal d'étrangetés, de bâtiments qu'on trouverait affreux aujourd'hui, mais qui a été à la mode. Alors oui, mais tout colle pas. En 2016, le journal Intercept a enquêté et des photos de l'intérieur ont leaké. En 92, c'était l'habit d'un employé. Il n'y avait pas beaucoup de sécurité ce soir-là et il a pris des clichés. Un lieu étrange, comme cette pièce remplie de batteries à l'acide. Mais ce que le journal a découvert est bien plus terrifiant. Vous vous souvenez d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte qui a relevé l'existence d'un programme de surveillance de masse par la NSA? Le projet Blarney visait à infiltrer l'ONU, le FMI et tous les gouvernements étrangers. Et l'endroit où tout allait se passer, la base secrète, avait pour nom de code Titan Pointe. Le protocole pour s'y rendre était très strict. Véhicules de couverture, dissimulation, il y avait un guide complet pour se cacher. Pas de bol, le document a fuité et ça nous a donné plein d'indices sur sa localisation. Vous l'aurez compris, le journal Intercept a conclu qu'il s'agissait du 33 Thomas Street, le Long Lines Building. Les étages sont remplis de serveurs pour traiter les données du monde entier. Au sommet, l'antenne reçoit les informations des satellites dans le cadre de l'opération Skid Row qui espionne les pays. Dans cette bâtisse, il y a peut-être tous vos historiques internet. Et n'espérez pas tout détruire, hein. Non seulement le building est incroyablement solide, mais selon certaines légendes urbaines, il serait équipé d'un mécanisme d'autodestruction en cas de menace extrême. Qui sait tout ce qu'on pourrait y trouver? Ça vous fascine? Qui sait quel autre building étrange et impressionnant on peut trouver à travers le monde? Prenez par exemple les buildings vivants. Attends, mais là, en haut, je reconnais cette silhouette. J'y crois pas, il a survécu? Notre partenaire de toujours, celui qui accompagne au quotidien 38 millions d'utilisateurs grâce à son réseau privé 100% sécurisé qui chiffre les données même sur les Wi-Fi publics. CyberGhost VPN. Regarde-le, tout aussi indétectable que cette tour. Il permet à n'importe qui de changer sa localisation en un clic, hyper facilement, et de contourner toutes les géorestrictions. C'est pour ça que les gens lui font confiance. T'as envie de regarder un programme pas disponible dans ton pays d'origine? En un clic, il te donne accès à tout le catalogue d'une quarantaine de services de streaming, comme Netflix ou Prime Video. Jusqu'à 40% de contenu supplémentaire en français, même les courses auto en Belgique. Et puis il nous fait faire des économies. Tu te mets en Argentine et t'as Disney Plus pour 2,80€ ou Spotify pour 1,50€. Pour les voyages, tu vas dans le pays d'origine et tu prends l'avion et l'hôtel au tarif local avantageux. Il paraît même qu'en ce moment, il fait une giga promo. Moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. Avec, on peut protéger jusqu'à 7 appareils à la fois. PC, mobile, console ou Smart TV pour seulement 2€ par mois. Même la famille peut en profiter. On vous met un lien en description. Cliquez dessus pour découvrir l'intégralité de ses super pouvoirs. Maintenant qu'on sait qu'il veille sur nous, retour à notre enquête. La Dynamic Tower, un projet de tour résidentielle de 420 mètres qui tournerait sur elle-même. Le tout en plein Dubaï, le rêve. Vous pourriez contrôler la rotation de votre appartement et le tout fonctionnerait grâce à des panneaux solaires. Et si j'emploie le conditionnel, c'est parce que cette tour n'a jamais vu le jour. Après sa présentation en 2008 et son coût estimé à 1,2 milliard de dollars, elle ne s'est jamais concrétisée et son architecte a même reconnu n'avoir jamais bâti de gratte-ciel avant. En gros, c'était pas réalisable.
Pourtant, ça s'inspirait d'une vraie tour rotative au Brésil, la suite Volar. 11 étages, 2 couches de verre teinté, de sorte à ce que lorsque ton appartement tourne, la couleur change. L'architecture rotative, aussi impressionnante et irréelle que ça peut paraître, remonte à l'Empire romain. Vous connaissez l'empereur Néron. Après le grand incendie de Rome, il s'est fait construire un bête de palais, la Maison Dorée. Gigantesque, il s'étendait sur près de 20 km² d'après les textes antiques. Au sommet d'une tour de 20 mètres, il a fait construire une salle à manger rotative pour pouvoir admirer son palais et la ville. Longtemps une légende, le site a enfin été découvert par les archéologues en 2009. Seule la base a survécu, mais le mécanisme impliquerait selon eux un sol en bois posé sur des sphères qui tourneraient grâce à la force de l'eau, par exemple. Joli, mais l'aspect extérieur ne change pas vraiment. Il y a par exemple une tour dans ce style à Abu Dhabi, les tours Al-Bahar. 145 mètres pour 29 étages, et de loin on dirait deux gros ananas. Mais leur façade peut en réalité se modifier selon l'intensité du soleil. Cette double peau tourne sur elle-même et est constituée de plein de panneaux qui s'ouvrent ou se rétractent de façon autonome. Il y a aussi le Bund Finance Center, un complexe à Shanghai de 8 bâtiments avec commerce, bureaux et hôtels et 2 tours de 180 mètres. Mais le plus surprenant, c'est son centre culturel et artistique. La façade imite un rideau de bambou, 3 couches avec 675 gigantesques tubes en métal qui peuvent s'abaisser ou se lever, changeant ainsi l'aspect extérieur et la luminosité intérieure. Impressionnant, mais on peut aller encore plus loin. Le Blur Building. Alors, il n'existe plus aujourd'hui, c'était une installation temporaire pour une expo en 2002 en Suisse. Un gigantesque disque de 91 mètres de large qui pompe l'eau du lac Neuchâtel pour le recracher en brouillard. Un radar météorologique ajustait le tout selon l'humidité ou le vent. Les visiteurs empruntaient une passerelle et plongeaient dans la brume. Pas de bruit, plus de repères visuels. Là, ce qui compte, c'est pas que tu vois, mais ton immersion. C'est quoi l'architecture canard ? Voici Big Duck, 6 mètres de haut, 9 mètres de long, construit en 1931 par un fermier pour servir de boutique à son poulailler. La concurrence était rude à l'époque à Long Island. Alors faire venir des gars de Broadway pour ériger un truc pareil, juste à côté de la route, forcément ça a attiré des curieux et des clients. Ce jusqu'en 1984 où la boutique fut fermée. Le gars qui l'a racheté était prêt à faire démolir le gros canard, mais il faisait partie du paysage. Les locaux l'adoraient. Grosse mobilisation, le bâtiment fut racheté et déménagé un peu plus loin pendant quelques années avant de revenir à son emplacement d'origine. Ça vous paraît ridicule pour un truc aussi kitsch ? Big Duck a pourtant marqué l'histoire de l'architecture, donnant son nom à un mouvement à part entière, l'architecture canard. Quand le design d'un bâtiment correspond à sa fonction. Vous savez, c'est quand un stand de hot dog est en forme de hot dog, ou qu'un magasin de donuts a une entrée en forme de donut. Ce chien par exemple, c'est un hôtel sur le thème canin. Cette théière accueille un musée du thé, une bibliothèque publique en forme de livre, cet hôtel en Chine à l'image de 3 divinités. Un des bâtiments les plus connus, c'est celui-ci. Le quartier général d'une entreprise qui vend des paniers. C'est bien, vous êtes attentif. Construit en 1997 pour 30 millions de dollars. Une gigantesque étiquette en or de 7 mètres et 2 poignées de 150 tonnes qui sont chauffées en hiver pour éviter le givre. Malheureusement, l'entreprise ayant fait faillite, les bureaux ont failli être transformés en hôtel. Le Covid a mis fin au projet et cet iconique panier géant est maintenant en vente. On peut aussi trouver des exemples plus cocasses, comme ce siège de toilette géant. C'était la résidence de l'ancien maire de la ville qui s'est vraiment impliqué pour améliorer les sanitaires en Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est un musée. Cette chaussure, c'était aussi une maison. Le salon dans les orteils, la cuisine dans le talon et les chambres dans la cheville. Quel est le bâtiment qui a pris le plus de temps à être construit ? Vous pensez tout de suite à la Grande Muraille, et c'est pas faux. Construite et déconstruite entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 17e. Mais elle est un peu hors catégorie. C'est pas un seul bâtiment, mais un ensemble de fortifications reliées. Certaines sont même encore plus anciennes. Le record revient plutôt à la cathédrale de Cologne. 632 ans entre le début et la fin du chantier. Commencé en plein Moyen-Âge, la construction est stoppée par l'abandon du style gothique. Ouais, c'était devenu ringard. Ajouté aux instabilités politiques, 300 ans d'interruption. Au 19e, le style médiéval revient à la mode et on l'a fini enfin. Et quelle claque! En 1880, c'est le bâtiment le plus
haut du monde, détrôné 4 ans après par le Washington Monument. Un autre projet architectural fou, c'est la Sagrada Familia à Barcelone. Commencé en 1882 et toujours pas terminé. À l'époque, il n'y avait que des champs autour. La ville s'est développée depuis. Problème, les plans originaux intègrent un gigantesque escalier qui sous-entendrait de démolir le quartier. Tout ça, c'est la faute d'Antoni Gaudí, l'architecte iconique de Barcelone. Il a fait d'autres trucs dans la ville, des résidences privées, des parcs publics, tous classés à l'UNESCO. Et il a un style très particulier et technique. Tout en courbe, pas trop d'angle droit et des formes organiques, inspirées de la nature, comme des arbres. Mais c'est pas le seul gars à avoir bossé sur le projet. Déjà, c'est pas lui qui l'a commencé, mais surtout, il est mort en 1926 le gars, il y a presque 100 ans. Seulement un quart de la Sagrada était fini, donc premier gros stop du chantier. Puis il y a eu la guerre civile, des actes de vandalisme, dont un incendie en 1936, et le dernier gros frein en date, c'est le Covid. Des parties terminées au début du XXe siècle ont même dû être restaurées tellement ça prend du temps cette affaire. Est-ce qu'il y aura une fin un jour? Certains adoreraient que la Sagrada soit terminée en 2026 pour le centenaire de la mort de Gaudí, les plus réalistes visent plutôt 2030-2040. Heureusement, la cathédrale est déjà ouverte au public, logique, les billets servent à la financer. Pas l'argent de l'État ou de l'Église, mais celui des millions de visiteurs tous les ans. Depuis quelque temps, la Sagrada Familia a de la concurrence. Un building qui ne sera peut-être jamais fini. L'hôtel Ryongyong à Pyongyang, en Corée du Nord. La construction a été lancée en 1987, il y a 38 ans, pour concurrencer sa voisine du Sud qui venait de finir le Westin Stamford Hotel à Singapour. 226 mètres à battre. Du coup, on a vu les choses en grand. 3 colonnes de 100 mètres chacune pour soutenir une pyramide de 330 mètres de haut, visible même en dehors de la ville. 3000 chambres prévues et un sommet rotatif qui devait accueillir plusieurs restaurants. Bref, le coût est faramineux. Dans les années 90, on l'estime à environ 2% du PIB du pays. Hors de prix, le chantier est stoppé en attendant des investisseurs. On oublie même une grue sur le bâtiment. En 2008, une entreprise de télécom égyptienne reprend le projet. La façade en béton est recouverte de verre. On espère ouvrir l'hôtel en 2012, mais non. Depuis 2018, on projette sur la façade de l'hôtel des spots de propagande qui illuminent toute la ville. L'hôtel reste fermé au public. Plusieurs personnes ont pourtant eu le droit d'y entrer, dont des guides touristiques. Et rien n'est fini. Tout est vide, on dirait un spot d'urbex. Mais je vous déconseille d'en faire là-bas. Le gouvernement garde le bâtiment entouré de mystères. En 2019, un étudiant étranger poste sur Twitter une photo de la nouvelle devanture de l'hôtel. Il est arrêté par les autorités, puis expulsé du pays. Moins connu, en Thaïlande, un building qui ne sera jamais fini, la Savan Unique Tower, aussi surnommée la Tour Fantôme. Son architecte a été accusé d'avoir comploté pour assassiner le président de la Cour suprême, condamné à mort en 2008, mais finalement acquitté en 2010. Le chantier de sa tour s'est arrêté en 1997 pour des raisons financières. Rien à voir avec le paranormal. 185 mètres, 47 étages prévus pour accueillir des appartements de luxe. Si vous voulez voir à quoi elle aurait ressemblé fini, l'architecte a érigé une tour similaire. Par contre, c'est vrai qu'il y a des histoires terrifiantes sur la tour fantôme. On y verrait des esprits, mais surtout en 2014, un touriste suédois a été retrouvé au 43e étage, mort. Pendu. Si vous êtes de passage à Bangkok, vous pouvez entrer dans la tour fantôme. Officiellement fermée au public, c'est un spot d'urbex majeur, prisé pour son rooftop et la vue qu'il offre sur la ville. Mais auriez-vous le courage d'y grimper? Les maisons les plus bizarres au monde. Qu'est-ce que fait cette maison à l'envers, en plein milieu de la Floride? C'est un labo, autrefois situé dans le triangle des Bermudes. Un jour, une expérience a mal tourné. Une tornade a emporté le bâtiment jusqu'ici, à Orlando. Heureusement, l'intérieur est intact et à l'endroit. Bienvenue à Wonderworks Orlando, où vous pourrez faire du laser game, du parcours d'obstacles, des expositions scientifiques et... ouais, j'ai menti pour la tornade. C'est juste un parc d'attractions avec un lore marketing sympa. Il y a 5 autres bâtiments similaires à travers les États-Unis. Ah, c'est malin ça. Mais il y a de vraies maisons à l'envers à travers le monde. Angleterre, Allemagne, Malaisie, plein d'attractions Instagram. Mais aussi en Pologne. Construite en 2008, tu pénètres par la fenêtre du grenier. À l'intérieur, une déco à l'envers rétro des années 70, l'époque où le pays était encore communiste. Une œuvre d'art qui critiquait comment le régime a chamboulé la vie des Polonais. Des maisons cheloues, c'est vraiment pas ce qui manque. Si un jour vous visitez Prague, vous pourrez passer devant ça. La maison dansante. 2 tours enlacées inspirées d'un célèbre couple de danseurs. Une moderne, tout en verre et en courbe, on dirait qu'elle porte une robe, et l'autre classique, en pierre.
Pourquoi un tel mélange de styles? À l'origine, c'était un immeuble bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Des décennies plus tard, le président tchèque, habitant du quartier, a alors eu une idée folle: matérialiser la transition passé-modernité dans un bâtiment. Coup de bol, l'un de ses voisins est architecte. Et c'est ce dernier qui bossera dessus avec un autre confrère dans les années 90, quand une banque d'assurance financera le projet. Pour des bureaux, mais il n'y a pas que ça dans la maison dansante. On y trouve aussi un restaurant avec une superbe vue sur le fleuve, une galerie d'art et depuis 2016, un hôtel. Et selon que votre chambre se trouve dans la tour de verre ou de pierre, la vibe ne sera pas la même. Tout aussi bizarre et souvent citée, la maison tordue à Sopot en Pologne. Toutes déformées, on dirait qu'elles font. Les locaux disent que si vous passez à côté en étant bourré et qu'elle vous semble normale, c'est qu'il est temps de rentrer. Son côté conte de fées, ou Alice au pays des merveilles, est inspiré du travail d'un illustrateur hyper connu en Pologne. Pourtant, l'intérieur est banal. Des boutiques, des cafés, des bureaux. Dommage, parce que la façade, elle, est vraiment impressionnante. Mais ces maisons-là, on peut pas vraiment vivre dedans. Pourtant, il en existe des originales aménagées pour être habitées. Prenez les maisons cubiques à Rotterdam, des gigantesques cubes posés, inclinés sur des colonnes en béton. À l'intérieur, des appartements sur 3 niveaux avec des meubles faits sur mesure. Bureaux, chambres, salons. L'un des cubes est ouvert au public et 2 d'entre eux, après avoir abrité une école d'architecture et un centre commercial, ont été récemment réaménagés en auberge de jeunesse et logements sociaux. En France, on a aussi des maisons cheloues, comme le Palais des Bulles. 1200 m² habitables avec salle de réception, salon, 2 cuisines, 10 suites et un gigantesque terrain avec piscine à débordement et théâtre à ciel ouvert. Maison propriétaire, le couturier Pierre Cardin n'y a jamais vécu. Il le louait pour des soirées du Festival de Cannes ou des défilés Dior. Mais la plus impressionnante, c'est la Casa do Penedo au Portugal. On dirait une maison préhistorique, et pour cause. Construite par une famille comme un refuge lors de leur virée en montagne, elle n'a pas de télé, de téléphone ou d'électricité. Les parents voulaient retrouver l'ambiance de leur enfance des années 30-40 et aussi pouvoir avoir un peu de tranquillité. Bah c'est raté. L'originalité de la maison a attiré des masses de touristes, vous pouvez la visiter et même profiter de la piscine. Sur internet, je vois parfois passer des images comparant l'architecture du passé, esthétique et impressionnante, avec celle d'aujourd'hui, qui paraît plus lisse et plus homogène en comparaison. Mais en réalité, elle est tout aussi spectaculaire. On construit toujours plus haut dans ces formes qui rivalisent d'ingéniosité. Et surtout, le plus important, c'est plus seulement des considérations esthétiques ou de la démonstration de génie technique, on pense les usages d'un bâtiment. Quoi il va servir, qu'est-ce qu'il représente et comment les gens peuvent l'habiter. Je trouve ça fou que certains bâtiments cités aient changé de fonction au cours de leur histoire. De maisons à musées, de boutiques à attractions touristiques, d'hôtels colossales à spots d'urbex. Et toi, est-ce qu'il y a un bling que t'adores et qu'on n'a pas cité? Ou peut-être un style d'architecture préféré? Dis-nous tout en commentaire. Merci à CyberGhost VPN pour leur immense soutien. Cliquez sur le lien en description et protégez-vous en faisant des économies pour seulement 2 € par mois.